Bonsoir à vous tous. Je remercie tout d'abord le nombreux public venu ce soir s'informer sur ce projet d'aménagement touristique, résidentiel et golfique. Nous sommes tous là pour vous donner des informations précises, exactes, mais également pour répondre aux questions que vous pouvez légitimement vous poser. Je voudrais aussi remercier M. Henri Emmanuelli, député, président du Conseil départemental des Landes. Monsieur Éric Hérouche, président de la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud, pour leur présence, mais aussi pour avoir initié la démarche volontaire de dialogue territorial qui nous réunit aujourd'hui. Merci également à mes collègues élus, aux acteurs socio-économiques et associatifs du territoire. Merci à monsieur Claude Bernet d'être présent, le garant du dialogue territorial nommé par la Commission nationale du débat public, à la demande des collectivités. Depuis le début, je me suis montré favorable, en accord avec la municipalité, à un examen approfondi de ce projet d'aménagement touristique, résidentiel et golfique. C'est ce que nous sommes en train de faire au travers des diverses études environnementales, économiques et financières. Je ne veux pas que les générations futures me reprochent de ne pas avoir étudié à fond l'opportunité d'un tel investissement avec à la clé de nombreux emplois. Et en disant cela, je pense tout particulièrement à nos jeunes, pour qui l'emploi est une priorité. Ce projet est de nature à créer une importante activité à l'année sur la commune et plus largement sur le territoire de la communauté de communes. Nous le verrons tout à l'heure. Il est aussi de nature à répondre aux besoins en logement auxquels nous sommes confrontés tous les jours. En tant qu'élu local, et comme je l'ai fait pendant 26 ans à la tête de cette commune, notre responsabilité est de gérer le quotidien au plus près des populations. Mais il faut aussi préparer l'avenir. Lorsque nous prendrons la décision d'engager ou non ce projet, nous le ferons en toute connaissance de cause. Pas sur des approximations ou sur des préjugés. Je m'y engage devant vous. Merci de votre attention. Monsieur Kérouche, président de la communauté de communes Marennes-Adour-Côte-Sud. Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux à cette première réunion de concertation territoriale. Je vais être relativement bref parce que l'idée c'est que vous ayez un maximum d'informations ce soir. C'était la perspective. Vous dire que d'abord, le projet de ce soir, nous vous en parlons parce qu'il nous semble que c'est un projet qui tout simplement mérite d'être étudié. Il y a un contexte particulier sur les Landes et sur la communauté de communes en général, c'est que nous avons 19 000 demandeurs d'emploi dans les Landes, 6 000 sur la communauté de communes. C'est malheureusement une réalité. Et puis, nous savons en même temps que notre filière touristique dans les Landes est une filière qui, justement, a une importance tout à fait particulière. Dans les Landes, ça fait à peu près, ça représente 10 000 emplois directs et indirects. En ce qui concerne la communauté de communes, ça représente 1000 emplois directs et puis 10 millions de nuitées par an. Mais par rapport à ça, nous avons aussi des équipements qui ont été construits dans les années 70 et qui commencent à dater. Et la perspective, c'est de proposer un nouveau type d'équipement qui nous permette justement de favoriser le développement local, d'une part, et puis équipements qui nous permettent aussi de répondre à un manque sur le territoire de nos 23 communes. Ce manque, c'est un manque en termes de logement et singulièrement en matière de logement abordable. L'ambition de ce projet, elle est relativement simple. La perspective, tout d'abord, c'est de l'inscrire dans, même si cela peut étonner, c'est quand même notre perspective, de l'inscrire dans la volonté de développement durable qui est celle de la communauté de communes. Je rappelle juste que même en intégrant ce projet
dans le développement global, eh bien, nous continuons collectivement à économiser du territoire. C'est ce que nous avons mis en place dans le cadre du schéma de cohérence territoriale. Et puis, plus fondamentalement, en termes de perspective, il est évident que tout ce qui touche la transition énergétique, qui nous est particulièrement cher au sein des 23 communes de Max, c'est aussi quelque chose qui doit concerner ce projet. Et je dirais juste qu'en la matière, nous avons réduit la surface d'étude de ce projet de 145 hectares, que par ailleurs, les zones Natura 2000 seront sanctuarisées, vous le verrez, et que, ensuite et enfin, l'ensemble des mesures à prendre, à la fois en matière de compensation, mais j'allais dire en matière de prévention de tout ce qui concerne la préservation écologique, sera mis en place, et nous irons même au-delà. Le projet, c'est aussi répondre à un manque, qui est un manque, je vous l'ai dit, de logement. Dans la communauté de communes, nous avons constaté que 70% des offres de logement se font dans le domaine privé. Or, eh bien, il n'y a que 29% des ménages de la communauté de communes qui ont accès à ces projets privés. Donc, il nous faut construire de façon régulière, mais de façon maîtrisée, et surtout en mettant l'accent sur le logement social et également sur le logement accessible. Alors, la perspective, c'est aussi que ce projet, et vous en êtes la preuve ce soir, il se fasse dans un échange qui ne soit pas caricatural. Il a déjà eu lieu dans le cadre d'ateliers spécifiques qui se sont déroulés en amont, où un ensemble de spécialistes de différents secteurs a pu réfléchir sur ce projet, a pu nous donner de nouvelles idées, et avec le président Emmanueli, nous tenions à ce qu'il y ait un échange avec la population, parce que c'est avant tout vous qui êtes concernés. Et pour conclure, l'ambition de ce projet, elle est quand même toute simple en ce qui nous concerne. D'une part, je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en place et réaliser des logements qui soient accessibles. Et puis, d'autre part, parce que c'est la préoccupation, et je vous en parlais en introduction, d'autre part, donner toute sa place à l'emploi sur ce territoire. C'est bien d'être un territoire attractif, c'est bien d'avoir plus de 2,5% de population qui s'installe tous les ans sur les 23 communes. Nous sommes passés de 50 000 à 60 000 habitants en moins de 10 ans. Encore faut-il que nous puissions proposer non seulement du logement, mais surtout des emplois qui viennent accompagner cette croissance. Vous le verrez, ce soir, ce n'est pas un public reportage qui va vous être proposé. C'est tout simplement vous donner des faits, vous donner des éléments, et que nous puissions échanger ensemble sur l'ensemble de ces informations, parce que la perspective, c'est aussi, surtout, de pouvoir vous répondre. Merci. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, monsieur le maire, merci de nous accueillir, mes chers collègues. Je vais essayer de synthétiser parce que vous êtes venus très nombreuses et très nombreux. Lors de la dernière campagne départementale, la majorité sortante, qui est d'ailleurs restée la majorité par la suite, avait une ambition, c'est de combattre le chômage, de se battre pour l'emploi, pour la création de valeur. Parce que Éric Kerrouche a dit 19 000 chômeurs, en réalité, si on ajoute toutes les catégories, on tangente les 30 000. Et il arrive de surcroît chaque année 5 000 habitants nouveaux dans les Landes, ce qui prouve que notre département est attractif. Mais vous voyez, c'est comme la ville d'Erre-sur-Adour en plus tous les ans, quoi. Ou la ville de La Benne d'ailleurs, hein, à peu près. Donc tous les ans. Donc imaginez qu'on puisse rester, malgré cet afflux de population franco-français, sans réaction, ou tout simplement en stand-by, n'est pas très responsable par rapport aux enjeux de l'avenir. Donc nous avons donné la priorité à l'emploi et à des projets d'investissement. Et ces projets d'investissement, il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs, de nature d'ailleurs assez différente. Le village Alzheimer, c'est pas fait pour créer de l'emploi ou créer de la richesse.
c'est fait pour soulager du malheur et de la souffrance, mais c'est pas avec ça qu'on accueillera les futurs demandeurs d'emploi. En revanche, la scierie Celsa, qui était le deuxième projet dont nous avons parlé à Tarnos, et qui consiste à se battre, et c'est un combat difficile que nous sommes quelques-uns à mener quasiment au quotidien, et qui consiste à faire venir deux laminoirs qui sont aujourd'hui installés en Galice pour les installer à côté du nouveau laminoir Beltrame qui va entrer en production à la fin de l'année, et ce qui permettra à la scierie de remonter à 100% production. Ça, c'est un projet industriel. À Groland, la zone que nous allons créer et développer, disons à Saint-Sevé pour faire simple, entre Saint-Sevé et Mont-de-Marsan, elle a vocation à mettre en valeur ce qui, dans le patrimoine industriel landais, est quand même une vraie réussite, c'est l'agroalimentaire. Parce que la ferme Land, avec des entreprises commerciales prestigieuses, monsieur Labiri, ça vous dit quelque chose, Delpera, Lafitte, etc. Bon, elle a des atouts qui lui permettent d'espérer attirer, en même temps, développer des programmes de recherche, y compris sur les sujets les plus compliqués de l'actualité. Hein. Je pense par exemple à la souffrance animale, qui va être un des premiers sujets d'étude parce que nous sommes concernés par des attaques répétitives sur la maltraitance dont seraient victimes, n'est-ce pas, nos mulards, avant d'être gavés. Bon, c'était le troisième. Et puis il y avait des projets aussi d'ordre touristique. Il y en avait deux. Un qui est technologiquement et techniquement quand même très aléatoire, c'est celui de la vague artificielle, pour une raison simple, c'est que jusqu'à ce jour, ça n'a marché vraiment à peu près nulle part. Ni en Californie, ni, sauf erreur de ma part, en Floride, ni, si j'ai bien compris, récemment, dans le pays de Galles. Donc je ne suis pas certain que ce projet-là ait la capacité à voir le jour rapidement, ou alors je ne suis pas ingénieur, il faudra que ça progresse beaucoup du côté de la technique. Et il y avait aussi l'affaire de TOS et du Golfe. Alors pourquoi? Parce que dans son plan de développement touristique, il y a déjà quelques années, le président du comité départemental du tourisme est là, les Landes ont fait le choix, non pas de deux spécialités. Les Landes, qui, je le rappelle à celles et ceux qui ne le sauraient pas, est le département le plus sportif de France, c'est-à-dire celui qui, par rapport à sa population, compte le plus de licenciés sportifs, n'est-ce pas, avait choisi de mettre en vedette deux développements sportifs, le surf, évidemment, et je pense, monsieur le président de la MAX, à Paix de Mer, à la zone, etc., et en ce moment, à des opérations qui se livrent sur Quicksilver, et qui sont aussi pas faciles à mener, et le golf, dont nous avions déjà pensé au golf. Puis est arrivé derrière la Fédération française, et ça vous sera expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre, qui d'ailleurs a envoyé une lettre qui est à votre disposition et qui sera distribuée, pour nous dire qu'ils étaient à la recherche d'une destination golfique, parce que ça faisait partie du cahier des charges de l'attribution de la Ryder Cup. Et c'est à ce moment-là que nous appuyons à la fois sur les choix antérieurs que nous avions faits et sur la possibilité de trouver de l'espace, nous avons, après avoir hésité à Azur, atterri à Tos. C'est bien ça, monsieur le maire. Mais j'étais loin à l'époque, mais alors vraiment à des années-lumière, d'imaginer qu'un projet qui au total représente 2500 lits, 1000 lits touristiques et 1500 lits en logement intermédiaire ou en logement social, ferait tout ce vacarme, alors que les 15 000 lits de Molietz n'ont jamais provoqué le moindre commentaire. À Molietz, on a créé 15 000 lits en 20 ans. Ça n'a pas coûté, contrairement à ce qui a été dit, un sous contribuable. Ça a même rapporté un petit bénéfice de 100 000 euros, mais 200 000 euros au bout de 20 ans, je crois qu'on peut les oublier. N'est-ce pas? Ce n'est pas une très bonne affaire financière. Et tout ça, tout simplement parce que c'est la revente des terrains qui a permis de financer les investissements qui avaient été faits au cours de ces années. Mais là, on est dans ce cas de figure. On est sur un projet de golf de 51 trous, où il y a 2500 lits,
1000 touristiques, disons, entre les hôtels et les résidences hôtelières, 1500 en logement intermédiaire et en logement social, à comparer aux 15 000 de Moliès. Pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont sans doute tout à fait légitimes, je m'interdis d'avoir la moindre appréciation dessus, cette affaire est devenue brutalement un symbole ou, je dirais, un objet de crispation, en tout cas pour certains, pas pour tout le monde, que j'ai eu du mal à comprendre, mais en fait, c'est un fait. Alors, nous avons, avec les professionnels, comme l'a rappelé Eric, commencé à travailler, et nous avons promis de donner, et nous le ferons, de donner toutes les explications nécessaires. Nous avons souhaité, n'est-ce pas, qu'il y ait une intermédiation. Il est là, ce soir il vous parlera, mais ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que le seul objectif, le seul, c'est de développer de l'activité. Tout à l'heure, Eric a commis une petite erreur, il a dit 10 000 emplois. Non, c'est 20 000. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas le fait de dire que le tourisme crée 20 000 emplois dans les Landes, en quoi ça peut justifier des... Où est le problème? Il y a des moments, tchouk-tchouk, hein. Bon. Donc je répète, dans les Landes, l'agroalimentaire, c'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente 4 500 emplois. Le tourisme, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard et sans doute des grosses poussières, et ça représente 20 000 emplois, directs et indirects, oui. 20 000 emplois. Pourquoi? Parce que ce sont des services, et que les services, évidemment, créent toujours plus d'emplois que l'industrie qui, elle, va vers la concentration et la productivité. Donc voilà pourquoi nous sommes, oui, à la recherche de développement d'activités de services dans le secteur du tourisme. Et j'espère que nous pourrons convaincre tout le monde d'aller jusqu'au bout, parce que dans cette affaire, personne ne sera spolié. On nous dit, tout à l'heure, on m'a montré un chien, on m'a dit, il préfère chasser que de voir des golfs. Mais il faut qu'il se rassure, le chien. La forêt qui sera détruite sera compensée au double. Hein. Eh oui, c'est la loi. C'est la loi. Et ceux qui disent le contraire se trompent, parce que c'est la loi, on ne peut pas faire autrement. Et ils le savent parfaitement, me semble-t-il, non? Il me semble. Donc on va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer tout ça. Et on va essayer de rétablir un certain nombre de vérités, monsieur le maire, qui jusqu'à ce jour ont été passablement malmenées. Merci. Merci. Vous êtes très nombreux, donc on va faire des présentations du projet, de son organisation, du dialogue territorial et de ses impacts relativement courtes pour vous laisser la parole la plus large sur les questions, les prises de position. Pour commencer cette présentation, je vais demander à Loïc Château, directeur du tourisme au Conseil général, en 5 minutes, 6, 7, voilà, de nous présenter le projet, sa chronologie, où on en est aujourd'hui. Loïc Château, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors ce projet, le président Emmanuel l'a rappelé, date des années 2009-2010, où concomitamment le schéma départemental du tourisme se mettait en place, et le ministère du Tourisme, le ministère des Sports, la Fédération française de golf candidataient pour la Ryder Cup, et dans le programme d'accueillir cette grande compétition à Paris en 2018, figuraient également des objectifs de développement de la pratique golfique à tous les niveaux, y compris pour développer le tourisme golfique en France. C'est ça l'origine du projet en 2010. Ensuite, nous avons travaillé sur des premières études de préfaisabilité et en juillet dernier, en juillet 2014 de l'an dernier, le comité syndical qui regroupe le département et la communauté de communes ont décidé d'aller plus loin dans des études de faisabilité plus approfondies. C'est ce qui nous a occupés pendant quelques mois et en décembre de l'année dernière, un comité consultatif a été mis en place. De janvier à juin de cette année, des rencontres techniques ont été organisées avec des experts, des socioprofessionnels, des représentants des chambres consulaires
pour affiner ce projet et nous engageons aujourd'hui la première partie du dialogue en direct avec vous, avec la population, avec les acteurs du territoire. Donc c'est la deuxième phase du dialogue qui s'ouvre véritablement aujourd'hui et elle ira jusqu'au début de l'an prochain. Et ensuite, en fonction des résultats des études en cours, en fonction des résultats des échanges que nous aurons eus avec, on vous le dira plus tard, d'autres formes d'ateliers, de réunions, les élus pourront, en toute connaissance de cause, avoir tous les éléments pour décider de poursuivre ou pas ce projet. Alors rentrons peut-être dans le vif du sujet, vous devez être impatient de savoir de quoi il en retourne. Effectivement, de quoi s'agit-il? Mais il s'agit de répondre aux enjeux territoriaux que les élus vous ont exprimés il y a un instant. Des enjeux par rapport à l'attractivité touristique, des enjeux par rapport à la filière de golf, qui est déjà une filière d'excellence et reconnue au niveau national et international pour les parcours de golf des Landes. C'est une question de logement et d'habitat. Hein, la dynamique de croissance ici est 4 fois supérieure en termes de demande de logement que dans le reste de la France. Et donc, on a la nécessité de développer une offre qui soit cohérente avec les besoins et avec donc une gamme de logements qui soit diversifiée, qui réponde à toutes les attentes et accessible le plus possible à tous, ce qui nous amènera en cohérence avec ce que le schéma de cohérence territoriale a défini pour les années à venir au niveau de Max, qui est une certaine densité. On ne peut plus se permettre de gaspiller l'espace, de laisser les projets immobiliers s'étendre un peu partout. Il faut maintenir, et les élus s'y sont engagés, à avoir une certaine densité. Et en même temps, c'est parce que ce qu'attendent les habitants ici, et les futurs habitants qui vont venir s'installer, c'est aussi de préserver la qualité de vie propre aux Landes, et donc une exigence forte de haute qualité environnementale sur le projet de logement. Le dernier enjeu, c'est celui de l'organisation de l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les territoires sont confrontés à des formes de développement diversifiées. Le président Emmanueli a cité l'industrie, l'agriculture, la forêt, mais également le tourisme et les loisirs. Et donc, il faut pouvoir faire des arbitrages et préparer ce que j'ai intitulé l'après-MIACA. La MIACA, c'était la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, qui a produit les stations qu'on connaît aujourd'hui et qui nécessite certainement aujourd'hui d'être réhabilitées, réinvesties, mais également diversifiées avec des nouvelles formes de tourisme, y compris en rétro-littoral, comme ça serait le cas sur TOS. Voilà pour les grands enjeux. Alors, où se situe ce projet? Ce projet se situe au nord du bourg de TOS, dans le prolongement et en continuité urbaine avec le bourg actuel, sur une surface d'études aujourd'hui d'environ 250 hectares, un petit peu moins. Au départ, nous avions un périmètre de réflexion qui était plus à l'est, beaucoup plus étendu, hein, Éric Hérouche le rappelait, d'environ 400 hectares. Mais la première chose que nous avons menée, c'est une étude diagnostique environnementale sur les 4 saisons pour étudier la faune, la flore, l'habitat, etc. Et cette étude nous a dit, attention, à l'est du périmètre d'étude, il y a des zones humides, il y a des espèces protégées, il y a donc des choses qu'il faut préserver, et le principe même, c'est d'éviter d'impacter négativement l'environnement. On cherche à éviter, on cherche à réduire, et s'il le faut, on compensera. D'où la concentration et la densité du programme qui a été ramenée sur ces 245 hectares au nord du bourg de TOS. Vous voyez sur cette diapositive illustrée en bleu turquoise, c'est le lit du Sparben. Le Sparben, c'est une très jolie petite rivière qui traverse pratiquement de l'ouest en est le site du projet, et c'est donc à la fois une exigence impérative de sanctuarisation de ce Sparben, parce qu'il est classé en Natura 2000, et c'est en même temps un formidable atout pour les aménagements, pour le valoriser et pour donner une vraie plus-value à l'ensemble du projet. Donc maintenant, le contenu dans ce périmètre que nous avons vu. Donc, il y a 3 ensembles d'aménagements prévus.
Le premier, c'est de l'habitat, du logement. C'est donc un ensemble de 400 à 500 logements à terme. Ça sera du locatif, ça sera de l'accession à la propriété, ce seront des lots à bâtir, ce seront des logements intermédiaires, et ce seront également, et nous pensons aller au-delà de ce que la loi impose, d'ailleurs elle ne l'impose qu'aux agglomérations, c'est les fameux 20% de logements sociaux. Nous avons l'ambition de pouvoir avoir un modèle économique qui nous permette de satisfaire 20, 25, voire 30% de logements sociaux, parce qu'il nous en manque ici, sur Max et sur le sud des Landes. Le deuxième ensemble, c'est les équipements touristiques. Nous parlons d'un hôtel associé au golf. Alors, ce n'est pas un palace, ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel 4 étoiles de 80 à 100 chambres pour héberger une partie de la clientèle touristique. Et surtout, ce sont des résidences hôtelières, des résidences de tourisme d'une nouvelle conception qui ne ressembleront pas aux résidences de tourisme qu'on connaît sur les stations aujourd'hui, on citait Molietz, qui ont été conçues pour accueillir un tourisme familial, estival, sur une saison très courte, et avec des volumes d'habitat un peu étriqués, comme à la montagne quelquefois. Là, il s'agit de pouvoir avoir des résidences de tourisme qui fonctionnent non pas 4 mois, mais 6 mois, peut-être 8 mois par an, parce qu'elles pourront satisfaire des clientèles familiales, des clientèles touristiques, des clientèles de golfeurs, mais dans un environnement et avec une qualité d'hébergement qui répond à l'attente de ces clientèles touristiques nationales et internationales. Il y aura également des formules de villas sur un des golfs. Il ne s'agit pas de faire un programme immobilier où on aura des maisons partout autour des golfs. Nous nous y sommes engagés, ça fait partie du cahier des charges de la Fédération française. Il y aura un grand parcours 18 trous sur lequel il n'y aura strictement aucune construction de quelque nature que ce soit, ce qui permettra aux visiteurs d'avoir une réelle immersion dans l'ambiance landaise au milieu de la forêt et de pratiquer le golf en complément des golfs déjà existants sur la côte. Et puis il y a les golfs donc. Pourquoi plusieurs golfs? Il ne s'agit pas d'un golf de plus, il s'agit de permettre de construire une offre qui ait une taille critique suffisante pour que ça devienne une motivation de séjour à part entière. Les gens viendront passer un week-end, 3 jours, une semaine, hébergés à TOS. Ils pourront jouer sur les différents parcours qui seront proposés, y compris des parcours d'initiation, une académie ouverte aux jeunes, mais également, ça sera une tête de pont, ça sera une base de départ pour irriguer sur le territoire. Et vous le verrez tout à l'heure, les retombées économiques ne se concentreront pas sur le périmètre du projet. Elles auront des effets très importants au-delà, mais également sur les golfs existants. Parfois, on entend « pourquoi un golf de plus? Il y en a déjà suffisamment ». Non, justement, ce qui fait défaut, c'est cette masse critique qui va nous permettre d'être vraiment en position de force sur le marché touristique national et international. Et ce dont ont besoin les golfs existants, c'est d'une nouvelle clientèle qu'ils ne peuvent pas accueillir aujourd'hui, faute de la multiplicité des parcours et faute des hébergements qui ne sont pas adaptés. Donc tout ce que demandent les golfs en exploitation aujourd'hui, c'est des nouvelles clientèles. Alors pas l'été, l'été c'est plein, on est gavé l'été ici. L'objectif, c'est pas de faire du plus tourisme, c'est faire du mieux tourisme. En revanche, au printemps et à l'automne, voire en hiver, si on peut apporter des nouveaux golfeurs qui vont jouer à Seignos, à Pinsol, à Hossegor, à Molietz, et y compris au Pays Basque, on aura répondu à l'attente du tourisme golfique. Voilà pour cette présentation, j'espère avoir pas été trop long. Merci, merci Monsieur Château. Donc nous sommes dans le dialogue territorial. Il y a une première phase, comme l'expliquait Loïc Château tout à l'heure, de dialogue avec les acteurs du territoire, avec les experts, avec les spécialistes, réunis dans un comité consultatif dans lequel on trouvait le conseil régional, le comité départemental du tourisme, les chambres consulaires, les services de l'État, basé sur une charte du dialogue territorial que vous pouvez consulter sur le site et avec un garant du dialogue, à qui je passerai la parole tout à l'heure. Cette première phase de dialogue territorial s'est déroulée donc de janvier à juin, au travers de 14 ateliers thématiques. Et de 14 ateliers, il y avait 4 thématiques: développement économique et tourisme, agriculture, innovation et sport.
Et 60 participants différents sont venus contribuer, amener un éclairage nouveau sur le projet et amener un certain nombre de points qui ont été intégrés dans les études. Je ne vais pas tous les citer. Le bilan de cette première partie est consultable sur le site du dialogue, mais on a travaillé sur les circuits courts, on a travaillé sur une académie de golf, on a travaillé sur la formation liée au métier du golf et au tourisme, qui sont des éléments qui pourront venir s'ajouter aujourd'hui au projet. Cette première phase s'est terminée par un bilan. Aujourd'hui, un nouveau temps de dialogue là, avec le public débute. Ce temps sera organisé autour de 4 réunions publiques. La première ce soir, les autres à partir du mois de janvier. Il y a 3 réunions au mois de janvier. Des permanences dans les communes du territoire, dont les dates vous seront communiquées. Une visite de site, des registres à la mairie de Tos, au conseil général, au siège à Max et à l'antenne du conseil général à Dax, dans lequel tout le monde peut aller s'exprimer. Un site internet, bien évidemment, sur lequel vous pouvez contribuer, sur lequel l'ensemble des contributions seront en ligne au fur et à mesure qu'elles seront produites après régulation. Voilà, donc 3 mois, novembre, décembre, janvier, de dialogues ouverts au public sur lequel chacun pourra s'exprimer, comme ce soir en direct, mais aussi à travers le site internet et à travers les ateliers et les permanences qui seront organisés. Voilà en gros le schéma du dialogue qui se terminera au mois de janvier. Pour expliquer, le maître d'ouvrage a décidé de choisir, de demander à la Commission nationale de débat public de choisir ou de proposer un garant qui est, comme son nom l'indique, le garant des débats, le garant de la clarté, le garant de la mise à disposition des informations, le garant également que toutes les remarques sont bien prises en compte dans le bilan du débat. Monsieur Bernet, qui est garant du débat, va nous expliquer en quelques mots à quoi va consister son rôle pendant les 3 mois qui s'ouvrent devant nous. Monsieur Bernet, vous avez la parole. Merci beaucoup. En réalité, le garant, c'est quelque chose d'un peu curieux dans nos institutions, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas nommé par le maître d'ouvrage, mais qui est nommé par la Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, chargée d'animer le débat public. Tous les maîtres d'ouvrage ne sollicitent pas des garants, fort heureusement, car l'activité serait considérable. Mais la Commission nationale du débat public a fait l'objet d'une demande de la part du président du syndicat Landes-Océane de nommer un garant. Elle m'a demandé de le faire sans doute parce que j'avais une petite expérience landaise acquise dans le cadre d'un débat public sur le stockage de gaz à Pouillon. Alors, en 3 mots, ce garant, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, qu'est-ce qu'il garantit? Il faut bien insister sur le fait que le garant n'est en aucune façon un médiateur ou en aucune façon un décideur, même pas un organisateur. Quand j'étais président de débat public, j'organisais les débats publics. Là, je n'organise rien. Et donc, je regarde l'organisation qui est produite par le maître d'ouvrage. Et cette organisation, je dois la faire passer sur un certain nombre de critères qualitatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité d'un débat ou d'un dialogue territorial? C'est d'abord la qualité de la documentation qui est fournie, que ce soit par écrit ou par Internet. D'ailleurs, le média Internet joue un rôle de plus en plus considérable dans le débat public. C'est la densité de l'information, le fait que soient organisées des permanences dans différents endroits pour que le débat aille au public et qu'il n'oblige pas le public à se déplacer systématiquement. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la réalité du dialogue, c'est-à-dire, par exemple, le dialogue qui peut s'établir dans le cadre d'une réunion publique, j'espère qu'on va le voir tout à l'heure, ou simplement par échange de mails Internet. Je voudrais pour terminer, donc ce sont les critères de qualité que je vais regarder, et au fond, ce que je ferai, c'est que, comme tous les garants, je devrais rendre compte à la Commission nationale du débat public dans quelques mois. Elle se réunit chaque mois, et donc je devrais lui rendre compte
de ce qui se passe dans le débat, de la qualité de ce qui s'y passe. C'est quelque chose qui est assez lourd pour le maître d'ouvrage. Il se soumet à une espèce de critique en continu. Je crois que bon, c'est déjà une intention positive. Alors, il y a simplement une adresse que je souhaiterais vous donner parce que c'est l'adresse internet du garant. Si vous souhaitez me joindre pour quoi que ce soit, vous ayez une question, un avis, quelque chose qui intéresse l'organisation du débat, pas le fond. Le fond, c'est le maître d'ouvrage. Mais pour ce qui intéresse l'organisation du débat, vous pouvez me joindre à garant@dialogue-territorial-tos.fr et j'ai vérifié moi-même, ça marche. Voilà. J'essaierai, enfin, s'il y a énormément de messages, ça va être difficile pour moi de répondre tout seul, mais on s'y attachera. Et en tout cas, ça donnera des indications très utiles pour les comptes rendus de synthèse. Merci beaucoup. Monsieur le garant, merci. Nous allons maintenant avoir deux présentations extrêmement succinctes. Une sur l'opportunité de création d'un golf par Monsieur Duval d'Atout France, qui est l'agence de développement touristique de la France aujourd'hui, et qui est présent pour nous présenter en 7-8 minutes l'opportunité de création d'un golf. Monsieur Duval, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Quelques mots, oui, pour expliquer un peu l'opportunité, selon nous, du projet, et puis pour comprendre aussi en quoi ce projet peut s'insérer, comment on peut avancer dans la réflexion et pourquoi c'est un intérêt pour nous d'avancer dans la réflexion sur ce projet en termes d'ambition nationale du tourisme. On n'est pas sur un projet local, vous l'avez bien compris, et je pense que l'auditoire de ce soir le montre aussi. On est vraiment sur un projet qui a une envergure vraiment nationale, voire internationale, et c'est bien un des enjeux au niveau économique. Alors on a coutume de dire que la France est la première destination touristique mondiale, et c'est vrai, en nombre de touristes. On dit aussi souvent, et c'est notre petit point faible, qu'en termes de recettes, on n'est que 3e et que donc on doit s'améliorer. Ce qu'on constate, et ce qui est une évidence depuis plusieurs années, et que toutes les projections le montrent, c'est que même en cas de crise, même en cas de difficulté économique mondiale, la croissance du nombre de touristes internationaux ne s'arrête jamais. Depuis 50 ans, elle est continue. Dans les 20 prochaines années, elle va continuer à se développer. On devrait passer de environ 1 milliard de touristes aujourd'hui à quasiment le double d'ici 2030. Ça se passe dans le monde entier. Certains se disent, oui, c'est en Asie, c'est parce qu'il y a des nouvelles clientèles. Non, ça se passe dans le monde entier et le niveau de croissance est le même en Europe et en Asie. Donc la question, c'est comment est-ce que nous, en France, on fait pour rester compétitifs, pour conquérir, accueillir une partie de cette croissance-là, à Paris bien sûr, mais pas qu'à Paris, partout sur le territoire. Et ça, c'est un des vrais enjeux aujourd'hui. Notre ministre du Tourisme, Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, a fixé un cap, passer à 15 millions de touristes, à 100 millions de touristes étrangers en 2020, c'est 15 millions de plus qu'aujourd'hui. On est en 2015 déjà. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est réaliste. On a une croissance régulière depuis quelques années. On était avant à 77, 78, on passe à 82, 83, et puis ça se maintient. Donc on est vraiment dans une vraie tendance. Et l'enjeu, je le dis bien, c'est de répartir tous ces flux sur l'ensemble de nos territoires. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? Eh bien tout ça, ça passe par évidemment toute une série de mesures, et je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais parmi les enjeux importants, il y a un enjeu d'investissement pour renouveler notre offre existante. On parlait de Moliettes tout à l'heure, on est typiquement sur des territoires avec des offres existantes qu'il faut renouveler, rénover. Et puis ça passe aussi par des produits nouveaux. Ce que j'appelle produits, c'est des ensembles, des projets, des concepts qui sont nouveaux et qui permettent de relancer la destination, qui permettent de redonner de la visibilité et de redonner de l'attractivité régulièrement. C'est un peu la logique du tourisme, mais c'est valable dans bien d'autres secteurs. C'est valable dans l'automobile, c'est valable dans le commerce. Il faut renouveler son offre régulièrement.
Donc évidemment, le projet de TOS s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Et quand on voit les mesures qui ont été annoncées récemment par le ministre en charge des Affaires étrangères et du tourisme, notamment la mise en place d'un fonds de 1 milliard d'euros pour financer à la fois des hébergements, mais aussi des équipements. Là, vous n'avez pas le détail qui est écrit là, mais aussi des équipements, et notamment des équipements sportifs d'envergure, structurants. Et bien là, on est complètement dans la politique nationale. Deuxième élément que je voulais citer aussi, c'est qu'on a mis en place au niveau de l'État une politique d'organisation. Quand on veut se vendre, il faut investir et il faut s'organiser pour aller conquérir les marchés étrangers. Cette politique de conquête et d'organisation, c'est ce qu'on a appelé les contrats de destination, c'est faire que les gens travaillent ensemble, pour le dire plus simplement et plus concrètement, faire que les gens travaillent ensemble. Et sur votre territoire aujourd'hui, vous avez Biarritz, les Landes, sur la thématique du golf, tiens, étonnant, qui travaillent ensemble pour aller conquérir des nouvelles clientèles, pour valoriser l'ensemble des offres, non plus en se disant nous on est les Landais, nous on est les Biarros, etc., ou les Basques, pour dire on y va tous ensemble, parce qu'on a besoin d'aller chercher ces clientèles tous ensemble, parce qu'aujourd'hui ça coûte cher, c'est difficile et il y a beaucoup de concurrence. Voilà, premier élément important pour lequel nous considérons que le projet s'intègre complètement dans une approche nationale du développement touristique. Deuxième élément, quelques clés peut-être pour comprendre ce qu'est le tourisme golfique, parce que tout le monde ne connaît pas forcément intuitivement ce qu'est ce tourisme golfique, même si sur ce territoire, vous avez la chance de bien connaître ce marché-là. Le tourisme golfique, grosso modo dans le monde, c'est entre 65 millions de pratiquants et 100 millions. Sur 65, c'est plutôt le nombre de licenciés, et 100 millions, c'est les gens qui jouent au global. En Europe, c'est grosso modo 8 millions de joueurs, dont 30% qui voyagent pour jouer au golf. Alors ce qu'on appelle jouer au golf, il y a le touriste golfique, les Parisiens ou les Anglais qui viennent l'été puis qui vont faire un parcours ou deux parcours. Et puis il y a les vrais touristes golfiques, c'est ceux qui viennent en groupe, ceux qui viennent en plusieurs couples et qui viennent passer au printemps, à l'automne, en dehors de la saison, qui viennent passer plusieurs jours, 3, 4 ou peut-être 6, 7, des fois 10, et qui viennent consommer du golf à haute dose. Et ça, cette clientèle-là, vous l'avez encore relativement peu, parce que vous n'avez pas forcément l'organisation, les produits qui vont avec. Tout à l'heure, Loïc Château parlait des hôtels, des hébergements, malgré le fait que vous ayez déjà des très beaux parcours. Donc l'intérêt, c'est d'arriver justement à avoir un produit qui permet d'être un vrai rénovateur, un vrai produit d'offre, de lancement, pas de lancement, mais un phare, un totem si vous voulez, qui renouvelle complètement la destination et qui rejaillit sur tous les autres. Et là, je veux vraiment enfoncer le clou sur ce que disait Loïc Château tout à l'heure. On entend parfois dire oui, mais ça sera un golf de plus. Très franchement, si c'est pour faire un golf de plus, on arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. L'enjeu, il est vraiment de faire un vrai grand projet. C'est là-dessus que ça a un sens. Sinon, effectivement, ça n'a pas de sens. Faire un vrai grand projet qui est catalyseur des touristes, qui fasse venir des touristes golfiques qui ne sont pas aujourd'hui, ça a du sens. Et ça, on pense que c'est possible. Surtout si, comme on me l'a dit, c'est à vérifier, on a demain des lignes aériennes qui permettent d'aller vers Roissy, des lignes aériennes qui permettent d'aller vers Londres. Très franchement, ça change complètement la configuration des choses. Quand je dis lignes aériennes, c'est notamment depuis Biarritz, qui vont créer des ouvertures intéressantes. Ce qu'il faut retenir, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, je termine. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les millions de golfeurs qui voyagent à l'étranger, à l'international et en France, ce qui est intéressant, c'est un niveau de dépense qui est très supérieur à la moyenne des touristes loisirs, puisqu'on se situe entre 170 et 230, ça dépend des profils de clientèle évidemment, mais grosso modo, on est sur un niveau de dépense qui est très supérieur. Un touriste de loisirs moyen en France, c'est 55-60 euros maxi. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Un touriste golfeur, évidemment, on est sur des CSP, des catégories socio-professionnelles un petit peu plus élevées, donc évidemment, il y a un vrai attrait. J'ai dit un petit peu, mais ce n'est pas le cas partout. Mais c'est pas le sujet, mais il faut savoir que le sport n'est pas qu'un sport de riche, le golf n'est pas qu'un sport de riche, et en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques, on a une approche qui est complètement différente du golf. En termes de mentalité, en tout cas. Ensuite, ce sont des clientèles qui viennent au printemps et à l'automne, qui viennent en hors saison, donc c'est aussi un des atouts intéressants du projet. Pour terminer sur ce point-là, simplement je dirais que le projet tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est une offre complète de services qui n'existe que finalement très peu en France. Il y a assez peu de complexes tels que celui qui est envisagé aujourd'hui à TOS.
intégrant à la fois évidemment des activités sportives, des animations, de la restauration, de l'hébergement, des loisirs, le jour comme le soir. Et ça, c'est important d'avoir un vrai lieu de vie pour que ça puisse fonctionner. C'est un projet qui, vous l'aurez compris à mon propos, j'en termine, fonde une vraie destination de tourisme golfique avec l'ensemble des golfs qui sont autour, puisqu'on aura plus d'une dizaine, onzaine de parcours vraiment de très bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est ça l'effet de masse critique minimum. Pour être une destination golfique, il faut aller vers ce niveau-là. Dernier point, dire que le projet s'intègre aussi dans la logique de la Fédération française de golf, qui est présente ici, qui pourra aussi répondre éventuellement à des questions si vous en avez. Sachant qu'on est dans un contexte qui est plutôt favorable, avec des jeunes joueurs talentueux qui sont en train d'émerger, ça favorise la pratique. Le golf va redevenir ou devenir un sport olympique en 2016, donc c'est un vrai atout en termes de visibilité aussi. Et puis évidemment, on en a déjà parlé, et je pense que vous le savez largement, la France accueillera la Ryder Cup en 2018. Les objectifs de la fédération, c'est de faire émerger des champions, c'est de développer le nombre de licenciés, et aussi de développer le tourisme golfique qui permet de conforter l'ensemble de l'économie du monde du golf. Le projet de TOS, il s'intègre complètement là-dedans avec à la fois un parcours de championnat, donc là on vise le haut niveau, mais aussi des installations qui sont accessibles pour tout le monde, les scolaires, les débutants, les gens qui ont besoin de s'entraîner. Donc on n'est pas dans une logique de circuit fermé ou de ghetto, mais dans une logique d'installation complète. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Monsieur Duval, merci. Dernière intervention de présentation d'études. Avant de vous passer la parole, je vais demander aux représentants du cabinet Deloitte de monter sur scène. À la demande du syndicat mixte Landes-Océane et dans le cadre du dialogue territorial, il avait été demandé qu'une étude approfondie, détaillée, de l'impact économique réel du projet soit réalisée. Elle a été réalisée par le cabinet Deloitte qui va nous présenter quelques-uns des résultats rapidement pour pouvoir vous laisser la parole après et qu'on puisse répondre à toutes les questions ou à un certain nombre de questions. Messieurs, vous avez la parole pour 5-7 minutes. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je représente le cabinet Deloitte qui est un cabinet de conseil et d'audit. Il nous a été demandé d'effectuer effectivement une étude indépendante sur le projet en l'état. Cette étude que nous avons conduite au cours des dernières semaines est une étude à ce stade du projet qui est prospective. C'est-à-dire que le but de cette étude, c'est de conclure est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, à partir d'éléments indépendants et factuels. Donc ce que nous avons conduit dans cette étude, c'est premièrement une prise de connaissance de l'existant du projet. Deuxièmement, après analyse de cet existant, une évaluation, notamment des impacts économiques de ce projet sur le territoire. Et troisièmement, nous avons dressé déjà un premier tableau des grosses masses financières du projet. Donc vous voyez, c'est une étude prospective. Ce n'est pas encore une étude scientifique, ce n'est pas une étude de marché, ce n'est pas une analyse business plan très détaillée, c'est une étude qu'on appelle go-no-go, prospective du projet, qui va vous être présentée par Olivier Petit, qui chez Deloitte représente toutes nos activités tourisme et hôtellerie. Merci Mathieu. Alors effectivement, dans le cadre de cette analyse, nous avons tout d'abord commencé par regarder l'intérêt du projet. Alors cet intérêt, Emmanuel Duval, Loïc Château l'ont déjà présenté, mais aujourd'hui on a bien considéré que ce projet qui était effectivement multifacette, avec une dimension résidentielle, on avait une cohérence en termes d'emplacement de sites, de continuité par rapport à TOS, une mixité d'habitats sur lesquels les sujets ont déjà été exposés dans la diversité effectivement du développement, tant en termes d'accession à la propriété, de social, que de résidence également secondaire. On est sur un projet qui a une dynamique touristique qui là aussi est pertinente, avec un programme d'hébergement qui est cohérent, qui répond aux attentes de ce qu'attendent aujourd'hui les touristes, quels que soient effectivement les touristes de golf ou autres. Une diversité d'activités
tant dans le golf qui va proposer une activité, enfin une diversité de positionnements et de produits suffisamment variés pour adapter son offre à tous les niveaux de pratique, et puis complété par des loisirs et des activités en annexe qui offrent une diversité qui sera complémentaire de tout le reste et qui contribuera justement à désaisonnaliser et à étendre la période d'activité de cet ensemble. Donc au global, un projet qui nous apparaît comme cohérent, qui répond, qui est en correspondance avec les attentes en matière de logement et qui est cohérent là aussi avec les attentes du marché touristique. Alors, les hypothèses de l'estimation de l'impact socio-économique global, comment aujourd'hui est-ce qu'on a travaillé? Quand on parle d'une analyse d'impact, il y a un certain nombre de choses qui vont jouer sur la dynamique économique sur le sujet. Donc on va avoir de la construction, donc en phase de développement, et puis on va avoir une deuxième phase de création de richesses en matière d'exploitation de l'existant qui va être cette fois-ci s'installer dans la durée. Alors, on s'est fondé sur un certain nombre de données de base, j'y reviendrai pas, Loïc Château les a indiquées. Il y a un certain nombre d'indicateurs dont on s'est servi pour cette analyse, mais dont on sert bien évidemment dans le cadre d'autres analyses d'impact qu'on a pu réaliser et qui aujourd'hui sont des hypothèses pertinentes, tant en termes de taux d'occupation pour l'hôtellerie, pour la résidence, mais également sur les taux de consommation touristique hors complexe. Donc ça veut dire que les touristes qui vont venir demain à Athos vont aussi rayonner, vont aller consommer sur les territoires voisins. Et donc on s'est fondé sur les hypothèses et les travaux d'Atout France en matière de fréquentation golfique. Alors, il résulte de ces études d'impact, comme je le disais, il y a une première phase de dynamique, de construction et de développement de cet ensemble golfique. Donc aujourd'hui, on peut estimer à 200 millions d'euros la création et les flux économiques effectivement générés par cette phase de travaux. Alors ça va être une phase de travaux qui va s'étaler sur une période de 5 à 7 ans. On est quand même sur un projet qui est ambitieux, qui est vaste. Donc 80%, donc 160 millions d'euros seront effectivement générés à l'échelle du territoire de Max, du département et de la région, et à peu près 20% sur des territoires hors de la région. Au-delà de cette création et ces flux d'activité économique, il y aura également de l'emploi qui va être généré. On a estimé cet emploi à peu près 815 équivalents temps plein, y compris évidemment sur le territoire, mais également sur l'ensemble de la région et au-delà. Ça correspond à peu près à 2% de l'emploi du BTP régional, donc quelque chose qui est cohérent et qui peut être absorbé par le marché. Alors une fois qu'on a vu les travaux, il y a également, comme je vous le disais, la phase d'exploitation. Cette phase d'exploitation, elle va s'inscrire dans le temps, hein, ça va être l'activité générée par les hôtels, par le golf, par la résidence de tourisme. Ça va être cette création de richesses importées par des touristes extérieurs. Ça va également être de la fiscalité qui va avoir des retombées directes sur le territoire. Et aujourd'hui, on peut estimer à 29 millions d'euros les retombées, la création de richesses sur le territoire de Max. Ce qui ramené par habitant correspond à 480 € de retombées par an et par habitant, puisque celle-là, elle a une vocation effectivement récurrente, et 6 millions d'euros qui vont être générés à l'échelle de la région. Une création, là encore, d'emplois, donc on estime à 495 équivalents temps plein de besoins sur l'exploitation par an, et à peu près 275 sur le territoire de Max et 220 sur les territoires avoisinants. Donc en synthèse, on est sur des flux économiques qui génèrent de l'ordre de 200 millions d'euros de travaux sur 5 à 7 ans, et en exploitation 35 millions d'euros qui sont générés sur une base annuelle. 815 emplois
en équivalent temps plein générés sur cette phase travaux et 495 emplois générés en direct et en indirect de manière plus récurrente sur l'ensemble du territoire. Donc au final, donc un projet qui a un potentiel effectivement d'impact sur le territoire qui est très fort, un territoire sans projet qui va effectivement accentuer la dichotomie entre le littoral et le rétro-littoral, l'intérieur, une vision stratégique et de prospective qui sera incomplète. Avec le projet, on va avoir effectivement une dynamique qui va être portée par un coup de fouet économique grâce à la création de cet ensemble. Des flux économiques, on l'a vu, et de la création d'emplois, tout à l'heure ça a été mentionné à plusieurs reprises, et un territoire qui est maître de son développement. Emmanuel Duval d'Atout France spécifiait justement tout à l'heure la dynamique portée également par l'effet de levier qui va être permis par la Ryder Cup de 2018 et la valorisation de thématiques qui sont porteuses et qui sont déjà présentes sur le département, que ce soit au travers du bien-être, du sport et de la nature, qui sont porteurs d'images et de valeurs effectivement déjà présentes sur l'ensemble. Des facteurs clés de succès. Deux facteurs clés de succès effectivement principaux, valoriser l'innovation effectivement dans le projet, et Emmanuel Duval le spécifiait, c'est pas un golf de plus, c'est vraiment un vrai resort avec l'ensemble de ses composantes et de ses complémentarités, et puis le point qui nous occupe aujourd'hui qui concerne l'appropriation locale du projet, qui sera bien évidemment un facteur clé de succès fort pour cette thématique.